Alors, je me présente encore une fois. Mon nom est Alain Rioux, porte-parole pour des familles biologiques, des milliers de familles biologiques qui m'ont confié le mandat, notamment de défendre la primauté parentale et certains droits des parents biologiques au Québec. On va débuter l'amendement numéro 10. Amendement numéro 10, c'est une nouvelle proposition qui vient de des parents qui nous a été envoyée, qui en même temps existait aussi dans l'avant-projet de loi de 1974 sous une autre forme. Nous, on ajoute une nouvelle dimension qu'on trouve plus pratique aujourd'hui pour mettre en vigueur cette fonction-là, c'est-à-dire la fonction de recevoir et de traiter les signalements. Là, aujourd'hui, on nous dit, bon, la DPJ a des signalements en attente, il y a plein de dossiers en attente, ça prend du temps, ça ne fonctionne pas, il faut engager des intervenants. Amendement numéro 10, on ajoute une nouvelle section, on demande une nouvelle section, la section 2 au chapitre 4 de la loi, pour instaurer l'unité d'intervention jeunesse. Unité d'intervention jeunesse, UIJ. L'UIJ, Unité d'intervention jeunesse, est une escouade spécialisée de la Sûreté du Québec qui peut enquêter immédiatement sur la situation de l'enfant. Au lieu d'appeler la DPJ, on appelle le 119. Ça s'en va directement au centre névralgique de l'UIJ. Quartier général provincial de l'UIJ a le mandat de traiter les signalements au premier niveau dans un contexte de dangerosité. C'est quoi la loi de la protection de la jeunesse? Pourquoi la loi de la protection de la jeunesse a été créée? Parce que c'est un rôle de l'État, c'est une obligation de l'État moderne d'assurer la sécurité de l'enfant. Donc, si on veut assurer la sécurité de l'enfant, ce qui est le rôle principal moderne de cette loi-là, et qu'on n'est même pas capable de traiter les signalements parce qu'on a trop d'ouvrages à faire, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. La question du signalement n'est même pas abordée dans le projet de loi 15. Il n'y a pas d'amendement, il n'y a pas de nouvelles propositions. Donc, l'unité d'intervention jeunesse, c'est un endroit au quartier général de la Sûreté du Québec qui reçoit les signalements au premier niveau et qui a le mandat, dans le fond, d'étudier la sécurité de l'enfant au premier niveau, c'est au niveau de dangerosité. S'il y a un danger, l'UIJ peut contacter en quelques secondes n'importe quel policier du Québec qui se trouve à proximité de l'endroit où est l'enfant et il peut agir dans quelques minutes. Et il y a des autos de police qui se promènent partout au Québec. Donc, au lieu de se cacher en arrière d'un buisson pour attendre quelqu'un qui passe trop vite pour donner un ticket, s'il y a un appel, ben le policier, il va pour sauver l'enfant s'il y a un enfant qui est en danger. C'est simple comme bonjour. Et il y en a des policiers partout. Donc, il y a un signalement. Et si dans le signalement, on voit qu'il y a un contexte dangereux, qu'un enfant peut être en danger parce que, je ne sais pas, il y a une bataille dans la maison entre les parents ou je ne sais pas, ben là, le policier, il intervient sur le champ dans la minute. Vous comprenez? Parce que là, la DPJ sont débordés. Donc ça, c'est l'amendement numéro 10, la création de l'unité d'intervention jeunesse. L'amendement numéro 11, on rajoute une section 2.1 au chapitre 4 qu'on appelle le CRM, Comité régional multisectoriel, CRM.
Donc, à l'article 30.9, on dit le comité régional multisectoriel est composé d'au moins un médecin, un psychologue spécialisé en enfance et en adolescence, un policier spécialisé de l'UIJ, un avocat formé en éthique, un travailleur social et un recherchiste spécialisé. Le CRM, lui, a le mandat de traiter les signalements au deuxième niveau. Au premier niveau, c'est l'UIJ, police, urgence, danger. Au deuxième niveau, on étudie le dossier plus en profondeur s'il n'y a pas de danger. S'il n'y a pas de danger immédiat pour l'enfant, il n'y a pas d'urgence, on passe le signalement au CRM, Comité régional multidisciplinaire, qui est une équipe de plusieurs professionnels qui vont étudier le signalement. Donc, le CRM traite les signalements au deuxième niveau. C'est un esprit de partage de leurs compétences professionnelles. Ils vont en discuter, ils vont regarder ça, ils vont procéder à une analyse, ils vont décider ensemble s'ils retiennent le signalement pour une évaluation. Et là, la personne qui a signalé va être informée. Et le CRM, lui, il peut inviter les parents, il peut rencontrer l'enfant, il peut les faire venir, puis là, l'équipe va étudier le dossier. Et là, le CRM a le mandat de déterminer tous les services de première ligne ou institutionnels appropriés et nécessaires à l'enfant et à sa famille. Et je le répète encore une fois, la DPJ ne donne pas de service. La DPJ ne donne pas de service. Et M. Carman, la directrice de la Commission des droits de la personne, le dit à 2460. Mme Régine Laurent aussi le dit. La DPJ ne donne pas de service. Donc, avant que la DPJ intervienne, le CRM est un organisme indépendant. Ce n'est pas la DPJ, le CRM. La DPJ, c'est après. Dans ce qu'on demande, c'est que la DPJ ne pourra pas intervenir tant que le CRM n'aura pas décidé d'envoyer le dossier à la DPJ. Premièrement, c'est la police immédiat s'il y a un danger. S'il n'y a pas de danger, ben là, on passe le dossier au CRM. Là, il y a des professionnels de la santé, avocats, etc., qui rencontrent les parents et on décide c'est quoi les services qui ont besoin, ces parents-là, cet enfant-là, cette famille-là a besoin de quoi? C'est quoi l'aide qu'ils ont besoin? Donc là, le CRM a le mandat de déterminer les services de première ligne appropriés et nécessaires à l'enfant et à sa famille. Amendement numéro 12. Section 2.2 ajoutée. Le comité régional parental, CRP, régional parental. L'UIJ est un organisme provincial, il y en a juste un. C'est le centre névralgique de la Sûreté du Québec qui va dispatcher une question de danger pour un enfant à n'importe quel policier qui va se trouver proche du lieu où est l'enfant. Le CRM, il y en a dans chacune des régions du Québec et il peut y avoir plus qu'une équipe. Comme à Montréal, bien entendu, il y aura plus qu'un CRM. Mais les mandats des CRM, c'est d'étudier le signalement au deuxième niveau pour proposer les services que la famille et l'enfant ont besoin. Ensuite, dans chacune des régions, il y aura des comités régionaux parentaux. L'article 30.10 proposé dit ceci. Le comité régional parental est indépendant de la structure administrative et il est le représentant de la communauté dans la mise en application de la loi. Donc là, on en vient à une philosophie qui ressemble un peu plus à la philosophie de la mise en application de la protection de la jeunesse chez les Autochtones. C'est-à-dire que la communauté participe, des grands-parents participent, des parents participent dans le processus, au lieu d'envoyer des familles en justice, une par derrière l'autre, et se faire juger. Le comité régional parental est indépendant. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de surveiller la mise en application de la loi dans sa région administrative
et on lui confie les responsabilités suivantes. Donc, le comité régional parental, qui aura un certain nombre de parents, une de leurs premières missions, c'est d'écouter l'enfant et la famille. Donc là, aujourd'hui, moi, je reçois des téléphones de des parents de partout au Québec. Il y a des parents de partout au Québec qui m'appellent. C'est-tu normal que des parents de partout m'appellent? C'est parce qu'ils n'ont pas de service, ils ne savent pas quel bord prendre, ils ne savent pas quoi faire. Donc, dans chaque région, un CRM, la mission première, c'est d'écouter l'enfant et sa famille. Prendre contact avec les autres, les écouter. Et là, le CRM, il n'y a aucun autre rôle à jouer là-dedans. Il n'est pas là pour faire des signalements. Il est là pour écouter. B. Renseigner l'enfant et sa famille sur leurs droits et leurs responsabilités. Donc, le monde qui vont travailler à CRM, ils vont comprendre la loi, ils vont comprendre le processus, ils vont savoir c'est qui le CRM, ils vont savoir c'est qui l'UIJ, ils vont pouvoir informer l'enfant et sa famille de leurs droits et de leurs responsabilités dans le cadre de cette loi-là. Parce qu'aujourd'hui, qui informe? Des parents m'appellent de partout. Et il y a d'autres organismes qui font la même chose. Et comment la DPJ informe le parent? Elle lui dit, vous avez droit à un avocat. Petit c. Appliquer son attention au respect des orientations et des normes juridiques et des pratiques. Donc, le mandat de surveillance aussi, c'est de voir si les orientations, les normes et les pratiques dans sa région sont conformes à la loi. D. Veiller à ce que la mise en application des ordonnances du tribunal n'entraîne aucune lésion de droits de l'enfant. Le cas échéant, il dépose une plainte à la commission ou demande l'intervention d'une ou plusieurs instances compétentes désignées au chapitre 3 de la présente loi. Donc, le comité parental, régional parental, est en contact avec les enfants, avec la famille, il est là pour les informer, pour les renseigner, pour les écouter. Et s'il se rend compte qu'il y a des affaires qui ne font pas de sens, moi je m'en rends compte parce que je parle avec les parents me parlent. Et je vous ai raconté des histoires qui font aucun sens. Comment ça se fait ça? Il faut qu'il y ait un organisme qui soit là, qui soit dédié à faire ça. Moi, je fais du bénévolat. C'est pas normal qu'on en soit rendu là. Et dites-moi pas, quand je suis passé devant la commission Laurent, un des commissaires m'a dit, oui, mais M. Rioux, écoutez, vous ne pensez pas que là, on va surcharger le processus? Il existe déjà la commission des droits de la personne et des droits de l'enfant. Je m'excuse. Mais si vous appelez la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et que vous n'avez pas de lésion de droits de l'enfant, ils ne feront rien. Il faut qu'il y ait une lésion de droits de l'enfant, point à la ligne, et encore, et encore. Et encore une fois, qui dirige cette commission-là? Une ancienne avocate de la DPJ. Donc, veillez régionalement à la mise en application de cette loi-là, être en contact avec les parents et à leurs familles et pouvoir les renseigner sur ce qui se fait. Petit E, faire des recommandations au ministre, au directeur national et régional et au CRM de sa région. Donc, on confie également un mandat, puisque le comité régional parental aura une possibilité de surveiller, il y aura aussi également la possibilité de faire des recommandations, comme la Commission des droits de la personne, comme le protecteur du citoyen, au directeur, au ministre, au CRM, et siéger sur les comités de sélection des directeurs de la protection de la jeunesse et des jurés de la Cour des pairs. Donc, le comité régional parental pourra siéger avec les autres personnes qui vont décider c'est qui qu'on engage comme directeur de la protection de la jeunesse.
Parce qu'aujourd'hui, on le sait, dans certains CI3S, il y a des jobs de haut niveau qui sont donnés, bien entendu, par le directeur du CI3S régional. Et je vous dirais que présentement, il y a des enquêtes là-dessus aussi. Donc, question d'impartialité, que le comité régional parental puisse siéger sur les comités qui vont sélectionner les directeurs de la protection de la jeunesse. Œuvrer, petit G, en étroite collaboration avec les autres CRP et mandater un membre pour assister à des rencontres trimestrielles des CRP de la province de Québec. C'est-à-dire qu'il y ait une communication entre les comités parentales régionales de toutes les régions régulièrement pour se tenir au courant de la situation et du développement de la mise en application de la loi. Le directeur national de la protection de la jeunesse, un ministère, un organisme public, un établissement doit fournir les études, les enquêtes, les sondages, les renseignements et les documents que le CRP va demander qui sont nécessaires à l'exercice de ses responsabilités. C'est-à-dire que le CRP, le comité parental, va aussi avoir les droits de dire, bon, j'appelle le ministre, on a besoin de tels documents, j'appelle le directeur de la protection de la jeunesse, on aimerait prendre connaissance de tel rapport, on appelle le directeur régional, on veut avoir telle politique, telle... Comprenez? Que ces gens-là puissent s'informer dans le gouvernement, qui puissent avoir accès à l'information, parce qu'il n'y a pas personne pour informer les parents présentement. Et la DPJ, je m'excuse, mais au niveau d'informer les parents et les jeunes, ils informent, ils y envoient le rapport à la dernière minute. Donc, les justifications pour la création de l'UIJ et du CRM, on va y revenir plus tard, parce que dans d'autres articles un peu plus loin, on décrit en détail leurs fonctions, et on pense que c'est une incontournable nécessité de créer un organisme de surveillance régionale qui sera composé de parents. Et pourquoi? Parce que la jurisprudence aussi est abondante. Il y a un fait juridique que la majorité des gens ne savent pas. C'est que le tribunal ordonne. Le tribunal produit des ordonnances à la demande de la DPJ. Mais en vertu de cette loi-là, le pouvoir de mettre en application les ordonnances appartient strictement au directeur de la protection de la jeunesse. Si c'est le tribunal qui ordonne, c'est la DPJ qui exécute. Le tribunal ordonne à la demande de la DPJ ou n'ordonne pas, mais c'est la DPJ qui exécute. Si le tribunal ordonne le placement en famille d'accueil, c'est pas le tribunal qui va choisir la famille d'accueil. C'est le DPJ. Le tribunal n'a aucun droit de regard. Et c'est pour ça qu'on a destitué la juge André Ruffo, qui, elle, quand elle ordonnait quelque chose, elle essayait de savoir si c'était correctement mis en application et si des juges veulent s'ingérer dans la mise en application d'ordonnances, c'est pas trop long que le directeur de la protection de la jeunesse saisit la Cour supérieure et rappelle au juge que c'est pas son mandat. Et ça, il y a des centaines de jugements où le DPJ saisit la Cour supérieure et remet le juge à sa place. Monsieur le juge, c'est pas de vos affaires, c'est nous autres qui décident. Le juge ordonne, la DPJ exécute. Donc ça aussi, c'est une chose où le bas blesse et les gens ne savent pas ça. Et pour ce motif-là, le CRP, le comité régional parental, peut avoir un œil sur ce qui se passe pour s'assurer qu'il n'y a pas
de lésions de droit. Je vous donne un exemple. On a enlevé un enfant de 5 ans l'an passé, avant la pandémie, dans les premiers mois avant la pandémie. Après ça, c'était plus possible d'aller en cours. Cet enfant-là, pendant qu'il était avec sa mère, il recevait des traitements hebdomadaires. Un enfant autiste de 5 ans. Il y a eu une ordonnance de placer l'enfant en famille d'accueil. La DPJ, il n'y avait pas de place. La DPJ est allée placer cet enfant-là dans un milieu, une ressource, où il y a une dizaine d'handicapés, fortement handicapés, tous dans des chaises roulantes. Même, j'ai eu des photos. J'ai vu une personne obligée d'avoir des oreillettes pour se tenir la tête, plus capable de se tenir la tête. La mère m'a conté qu'il y en avait qui buvaient dans des verres avec une paille, plus capable de manger, des gens lourdement handicapés. Donc, on a placé un enfant de 5 ans dans un groupe comme ça. C'était une ordonnance de placement en famille d'accueil, mais on l'a placé là. Et là, l'enfant était en région éloignée, il ne pouvait plus suivre. Tous ses traitements ont été abandonnés. Il a passé, je ne sais pas s'il est encore là, mais aux dernières nouvelles, ça faisait 1 an. L'enfant était toujours là, dans une place comme ça. C'est pas une place pour un enfant. Mais c'est la DPJ qui exécute. Le tribunal a ordonné la famille d'accueil, mais la DPJ a décidé de le placer dans cet endroit-là. Voilà. Donc, le comité parental pourra veiller à la lésion de droit. Dans le cas que je viens de vous parler, il y a une lésion de droit de l'enfant puisque l'enfant a droit à ses traitements. La DPJ l'a enlevé de sa mère pour aller le placer dans un milieu inapproprié et a complètement cancellé tous les traitements de cet enfant-là. Il y a lésion de droit. Mais si les parents ne savent pas comment ça fonctionne, qui va le savoir? Tout est confidentiel. Donc, d'où l'importance qu'il y ait un CRP, comité régional parental, qui vont parler avec les enfants, qui vont être là pour les informer, qui vont être là pour les aider, pour informer les parents et les enfants. Donc, eux autres, s'ils voient qu'il y a des lésions de droit, ils vont pouvoir agir. Ça va faire partie de leur mandat. Il n'y a rien présentement. Et moi, j'ai parlé avec la femme que son enfant était placé. Elle ne savait pas qu'il y avait une lésion de droit. Elle ne savait pas comment faire pour déposer une plainte à la Commission des droits de la personne. Et de toute façon, elle avait peur de le faire. Vous comprenez? Donc, cet organisme-là, le CRP, pourrait être extrêmement utile pour redonner de la confiance dans ce système-là, pour aider les familles, pour les informer correctement. Le comité multidisciplinaire, ben, au lieu que ce soit un jeune de 20 ans qui prenne une décision, ben, que ce soit un médecin, un psychologue et du monde compétent qui se consultent ensemble et qui envoient les personnes vers des services appropriés. Et si on ne réussit pas à soigner ces personnes-là ou à résoudre le problème d'une manière communautaire, bien là, à ce moment-là, la DPJ interviendra. Et l'avant-projet de loi de 1974, c'est comme ça qu'il avait été conçu. La DPJ arrivait en arrière après qu'il y ait eu des ententes avec le comité régional. Donc, c'est ça qu'on demande, un comité régional, mais on ajoute la notion multidisciplinaire. Et ça, c'est rien que j'invente non plus, parce que on a vu à la commission Laurent, c'est un organisme à Québec qui est un organisme comme ça, multidisciplinaire, et ils ont un succès énorme pour aider les familles. Ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça. Mais là, c'est pas ça qu'on fait. On va donner plus de pouvoir aux jeunes intervenantes qu'on est en train de recruter sur les bancs d'école. Est-ce qu'on va améliorer la situation?
on risque de la rempirer. Donc, il faut influencer le législateur, il faut lui faire comprendre qu'il faut être entendu parce qu'on a un très, 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 très bon projet à leur proposer. On a de très, très, très bonnes solutions à mettre sur la table et c'est nécessaire qu'on puisse être entendu. Alors voilà, madame, monsieur, merci beaucoup. Que l'amour soit véritable, que l'amitié reste durable, que nos conflits demeurent conciliables, que notre mort ne soit pas brutale, que nos enfants soient très joyeux, que nos jeunes gens restent bien heureux, que le bonheur demeure leur fortune, que notre vie ne soit pas obscure et que la paix mène enfin le monde. Que le respect soit manifeste, que l'espérance reste infinie, que nos souffrances demeurent supportables, que la vieillesse ne soit pas triste et que la paix mène enfin le monde. Partout dans ce monde. Bien, je ne vous demanderai rien. Et vous, vous en étiez douté que moi, je ne faisais que passer. Oui, moi, je ne faisais que passer.